En mai 1940, des colonnes de chars allemands ont traversé les Ardennes sans s'arrêter pendant plus de 72 heures d'affilée. Ce n'était pas seulement une question de discipline ou de stratégie, c'était de la chimie. À l'intérieur de chaque soldat, une substance invisible agissait, annulant le sommeil, la peur et l'épuisement. La méthamphétamine, la pervitine, le médicament développé dans les laboratoires du Troisième Reich, est devenu l'outil parfait pour créer une force militaire capable d'avancer sans limite physique. De la Blitzkrieg au camp de concentration, en passant par le corps d'Hitler et ses décisions les plus délirantes, l'usage massif de stimulants a transformé l'Allemagne en une nation dirigée par des corps chimiquement modifiés. Et quand les pilules ont cessé de fonctionner, l'effondrement a été brutal. Comment cette drogue a-t-elle été légalisée à l'échelle nationale ? Quels effets réels cela a-t-il eu sur les soldats, les bourreaux et les dirigeants? Et pourquoi des millions de personnes continuent-elles à consommer des versions modernes aujourd'hui? La guerre éclair des amphétamines. Comment une pilule a alimenté une guerre éclair? En mai 1940, l'Europe regardait avec stupeur les divisions Panzer traverser la dense forêt des Ardennes, un territoire que les stratèges militaires français considéraient comme impénétrable aux forces blindées. Ce qui semblait militairement impossible se déroulait sous leurs yeux à une vitesse déconcertante. Les chars, les véhicules blindés et l'infanterie ont progressé sans interruption pendant des jours, brisant toutes les prédictions sur l'endurance humaine et la capacité opérationnelle. Ce que le monde ne savait pas, c'est que cette offensive n'était pas uniquement motivée par des moteurs diesel et un endoctrinement idéologique, mais aussi par une petite pilule blanche appelée pervitine. La Blitzkrieg, marque de fabrique de la stratégie militaire nazie au début de la Seconde Guerre mondiale, exigeait quelque chose qu'aucune armée n'avait jamais réalisé auparavant. Maintenir une avance soutenue pendant des jours, sans pause de repos, avec des soldats pleinement opérationnels, même après 48 ou 72 heures de combat continu. Cette demande surhumaine dépassait les capacités physiques normales, mais elle correspondait parfaitement aux effets d'une nouvelle drogue synthétique qui avait commencé à circuler en Allemagne depuis 1938. La pervitine, première version commerciale de la méthamphétamine en cristaux, a été identifiée par le haut commandement militaire allemand comme une solution pharmacologique à un problème stratégique. Ce puissant stimulant éliminait la sensation de fatigue, supprimait la faim, intensifiait la concentration et, comme effet secondaire particulièrement utile au combat, réduisait la peur et l'anxiété. Le docteur Otto Friedrich Ranke, directeur de l'Institut de physiologie militaire de Berlin, a été le premier à reconnaître le potentiel de guerre de la pervitine. Ses premiers tests auprès d'étudiants ont révélé que le médicament non seulement prolongeait l'état de veille, mais améliorait également les performances physiques et mentales sous pression, exactement ce dont la Wehrmacht avait besoin pour sa nouvelle doctrine de guerre mobile. Lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939, la pervitine faisait déjà partie de la trousse médicale standard de certaines unités d'élite, mais c'est pendant la campagne de l'Ouest de 1940 que son utilisation s'est généralisée à une échelle sans précédent. La société pharmaceutique Temmler-Werk a reçu des commandes pour produire plus de 35 millions de comprimés pour le front occidental. La pénétration des formations Panzer à travers les Ardennes en direction de la Meuse est peut-être l'exemple le plus clair de l'impact de la pervitine sur le champ de bataille. Ce qui aurait dû être une opération militaire impossible selon tous les manuels traditionnels s'est transformé en une manœuvre brillante qui a pris les défenses alliées par surprise. Les soldats allemands ont avancé sans interruption pendant plus de 72 heures, utilisant des véhicules, transportant du matériel lourd et maintenant leur capacité de combat dans des conditions qui auraient normalement entraîné un effondrement dû à l'épuisement. Un rapport interne de la première division Panzer décrit comment les conducteurs ont pu conduire leurs véhicules pendant 2 jours et 2 nuits sans interruption, tout en conservant la précision nécessaire pour manœuvrer sur un terrain difficile. Les officiers d'artillerie, dont le travail exigeait des calculs mathématiques précis pour déterminer les trajectoires de tir, ont maintenu leur concentration même après 60 heures sans sommeil. Dans l'infanterie, les soldats qui avaient parcouru 80 km avaient encore l'énergie nécessaire pour attaquer les positions défensives une fois leur objectif atteint. Le passage de la Meuse à Sedan, point crucial de la campagne, fut réalisé grâce à des unités du génie qui construisirent des ponts sous le feu ennemi sans montrer aucun signe de fatigue ou de peur.
Des témoins ont décrit comment ces hommes travaillaient comme des automates, ignorant les explosions autour d'eux et poursuivant méthodiquement leurs tâches, un comportement qui semblait défier les instincts humains fondamentaux d'autopréservation. Cette efficacité surhumaine n'est pas passée inaperçue auprès des Alliés. Un officier français capturé a exprimé son étonnement de voir des unités allemandes qui combattaient depuis 3 jours consécutifs montrer la même intensité que des troupes fraîches. Winston Churchill était perplexe face au rapport décrivant des colonnes de chars allemands avançant jour et nuit sans s'arrêter, ce qui contredisait tous les principes militaires établis de repos et de rotation des troupes. Ce qui s'est passé au sol s'est reproduit dans les airs. La Luftwaffe a mis en œuvre l'utilisation de la pervitine parmi ses pilotes, en particulier ceux affectés à des missions à longue portée ou à des bombardements de nuit. Les aviateurs ont surnommé ces pilules Stuka-Tabletten, en référence au bombardier en piqué Junkers Ju-87 ou Hermann Göring-Pilen, en hommage au commandant de l'armée de l'air allemande qui était ironiquement accro à la morphine. Un pilote de bombardier Heinkel 111 décrit dans son journal « C'était comme être éveillé dans un rêve, pleinement alerte mais aussi détaché de la réalité, comme si j'observais mes propres actions de l'extérieur. » Ce sentiment de dissociation consciente leur permettait de maintenir une concentration technique tout en se distanciant émotionnellement de l'horreur qu'ils infligeaient. La distribution de pervitine n'a pas été improvisée, mais méticuleusement planifiée. Il était intégré à la chaîne logistique régulière de l'armée allemande, avec des doses standardisées et des protocoles d'administration qui variaient selon la mission. Pour des opérations particulièrement exigeantes, comme l'avancée à travers les Ardennes, certains commandants ont ordonné des doses plus élevées, privilégiant les progrès tactiques aux considérations de santé à long terme. Cette utilisation massive a produit des résultats immédiats. La Wehrmacht a réalisé en 6 semaines ce qu'elle n'avait pas réussi à réaliser en 4 ans pendant la Première Guerre mondiale, la capitulation de la France. Le général Heinz Guderian, architecte de la guerre blindée allemande, a progressé de plus de 400 km en seulement 10 jours, un rythme jusqu'alors inconnu dans l'histoire militaire. Mais les premiers signes inquiétants sont déjà apparus lors de cette première campagne. Des rapports médicaux internes ont documenté des cas d'effondrement physique, de comportements erratiques et de problèmes cardiovasculaires chez des soldats qui avaient été sous l'influence de stimulants pendant des périodes prolongées. Un cas particulièrement grave concerne un conducteur de char qui, après 50 heures sans sommeil, a été victime d'hallucinations et a percuté une colonne d'infanterie allemande, tuant 3 soldats avant d'être arrêté. Ces rapports furent systématiquement ignorés par le haut commandement, ébloui par l'efficacité immédiate fournie par la pervitine. La victoire sur la France en 1940 semble confirmer que le pari chimique en valait la peine. La Blitzkrieg avait triomphé et avec elle, l'idée d'un soldat pharmacologiquement amélioré, un guerrier capable de surmonter les limitations humaines fondamentales grâce à l'intervention de la science allemande. Soldats sans âme, les SS drogués et l'enfer des camps. Alors que la Wehrmacht utilisait la pervitine comme outil opérationnel pour maintenir la vitesse d'avance au front, une autre branche de l'appareil nazi découvrit une utilisation bien plus sinistre de ces drogues, la suppression systématique de l'empathie humaine. Dans les camps de concentration, la Schutzstaffel SS a trouvé dans le cocktail chimique de méthamphétamine, de morphine et d'alcool une recette parfaite pour transformer des hommes ordinaires en exécuteurs impitoyables de la machine d'extermination. Contrairement à l'armée régulière, où l'objectif était de combattre la fatigue et d'augmenter les performances au combat, dans la SS, les drogues remplissaient une fonction psychologique plus sombre, supprimer les barrières morales qui pourraient interférer avec l'exécution d'atrocités à l'échelle industrielle. Les hommes affectés au camp devaient opérer dans un environnement où la souffrance humaine extrême était la norme quotidienne et non l'exception. À Auschwitz, Majdanek, Treblinka et dans d'autres centres d'extermination, les gardes ont été confrontés à une réalité qui, même pour des individus endoctrinés dans l'idéologie nazie, était potentiellement traumatisante. L'élimination systématique de milliers de personnes chaque jour, y compris des femmes, des personnes âgées et des enfants. Le contact constant avec la mort de masse et la décomposition pourrait briser même les plus convaincus idéologiquement. La solution mise en œuvre était une combinaison spécifique de substances qui créait un état altéré optimal pour les fonctions de garde. La pervitine procurait vigilance, énergie et agressivité.
La morphine offrait une déconnexion émotionnelle et l'alcool facilitait l'obéissance et l'oubli. Ce cocktail chimique a produit des gardes hypervigilants mais émotionnellement déconnectés, agressifs mais calculateurs, capables de maintenir la concentration mécanique nécessaire pour tenir des registres méticuleux tout en perdant complètement la capacité de reconnaître l'humanité des prisonniers. Un cas documenté dans le camp de Majdanek illustre cette dynamique perverse. Un officier SS, enregistré comme Untersturmführer K, suivait une routine pharmacologique quotidienne. De la pervitine à l'aube, une consommation régulière de vodka pendant son quart de travail et une injection de morphine au crépuscule. Selon les témoignages, on pourrait passer du calme bureaucratique à des explosions de violence extrême sans transition apparente. Lors d'une sélection de prisonniers en 1943, il se tenait sur la rampe d'arrivée pendant 14 heures, envoyant systématiquement des milliers de personnes vers les chambres à gaz d'un mouvement mécanique de la main. Un témoin a déclaré qu'il bougeait son doigt comme s'il dirigeait un orchestre invisible, complètement abstrait et en même temps parfaitement concentré. Les sélections représentaient les moments les plus critiques du fonctionnement du camp. Les médecins et les fonctionnaires décidaient quels prisonniers seraient temporairement retenus comme main-d'œuvre esclave et lesquels iraient directement aux chambres à gaz. Ces décisions, qui déterminaient instantanément la vie ou la mort de milliers de personnes, étaient souvent prises sous l'influence combinée de stimulants et d'opioïdes. Le résultat fut un arbitraire mortel. Les prisonniers jeunes et forts pouvaient être envoyés à la mort, tandis que d'autres, en état terminal, étaient sélectionnés pour des travaux impossibles. Le docteur Eduard Wirtz, médecin-chef d'Auschwitz, effectuait ces sélections nocturnes après avoir reçu ce que ses assistants appelaient la préparation, une combinaison de stimulants et d'opiacés. Des témoins ont décrit son regard vitreux et son indifférence totale à la souffrance humaine, signes évidents d'une dissociation induite pharmacologiquement. Au-delà de faciliter les opérations quotidiennes d'extermination, les drogues utilisées dans les camps remplissaient une autre fonction inquiétante, alimenter des expériences médicales qui utilisaient des prisonniers comme sujets de test. Dans plusieurs camps, notamment ceux désignés comme centres expérimentaux, la pervitine était administrée non seulement aux gardiens, mais aussi aux prisonniers dans le cadre d'études sur l'endurance humaine. Le docteur Sigmund Rascher de Dachau a combiné ces tristement célèbres expériences d'hypothermie avec des tests de stimulants. Les prisonniers étaient immergés dans des réservoirs d'eau glacée jusqu'à ce qu'ils atteignent une température corporelle critique, puis on leur injectait différentes doses de méthamphétamine. L'objectif déclaré était de trouver des méthodes pour réanimer les pilotes allemands abattus au-dessus de la mer du Nord, mais ces méthodes garantissaient la mort atroce des sujets. À Sachsenhausen, un autre type d'expérience consistait à effectuer des marches forcées sous l'influence de stimulants. Les prisonniers étaient obligés de courir sur une piste circulaire pendant des jours, recevant des doses contrôlées de pervitine pour déterminer jusqu'où leur endurance physique pouvait être prolongée avant l'effondrement total. Les données recueillies, rythme cardiaque, respiration, température corporelle, temps de décomposition physique, étaient méticuleusement enregistrées et envoyées au haut commandement pour optimiser les doses administrées aux troupes combattantes. La perversité du système résidait dans cette connexion circulaire. Tandis que les SS utilisaient les drogues pour rester insensibles à la souffrance humaine, ils exploitaient aussi cette même souffrance pour perfectionner l'utilisation militaire de ces substances. Les camps devinrent ainsi non seulement des centres d'extermination, mais aussi des laboratoires où la science nazie explora les limites du corps humain dans des conditions extrêmes et sous stimulation chimique. En 1944, la guerre étant clairement perdue pour l'Allemagne, la consommation de drogue dans les camps atteignit des niveaux critiques. Face à une défaite imminente, de nombreux gardes ont augmenté leur dose, s'engageant dans un comportement de plus en plus erratique et violent. Lors des évacuations face à l'avancée des Alliés, les prisonniers survivants ont décrit des gardes qui semblaient ne pas avoir besoin de dormir, maintenant une veille agressive pendant des jours pour finalement tomber dans des périodes de désorientation complète. À Majdanek, lors de l'évacuation face à l'avancée des Soviétiques, les gardes, sous l'influence de stimulants, ont exécuté plus de 200 prisonniers faibles qui ne pouvaient pas suivre la marche.
Selon des témoins, les auteurs présentèrent des symptômes évidents d'intoxication aux amphétamines. Mouvements compulsifs, discours accélérés et incohérents et précision mécanique dans leurs tirs, comme en transe. Lorsque les troupes alliées ont libéré les camps en 1945, elles ont trouvé non seulement des preuves de l'Holocauste, mais aussi des milliers de flacons de médicaments, de seringues et de dossiers médicaux documentant cette consommation systématique de drogue. Parmi les gardes capturés, beaucoup présentaient des symptômes de dépendance chimique grave, tremblements, paranoïa, comportements erratiques et symptômes de sevrage aigu. La combinaison de l'idéologie génocidaire et de l'altération chimique a produit une réalité qui transcendait même les pires manifestations de cruauté humaine enregistrées jusqu'alors. La pervitine et d'autres substances n'ont pas créé l'Holocauste, mais elles ont facilité sa mise en œuvre en désactivant les derniers boucliers de l'humanité qui pouvaient interférer avec l'exécution méthodique de l'extermination. Hitler et ses injections, le dictateur sous drogue quotidienne. Le 3 juillet 1941, 11 jours seulement après le début de l'opération Barbarossa, Hitler convoqua une réunion extraordinaire avec ses généraux. Pendant 8 heures d'affilée, le Führer s'est exprimé avec une énergie frénétique, alternant entre des moments de clarté stratégique et des divagations messianiques. Après avoir terminé ses études, il se retira brièvement avec son médecin personnel, Théodore Morel. Quelques minutes plus tard, il réapparut complètement calme, prêt à écouter les rapports comme si la précédente présentation marathon n'avait jamais eu lieu. Cet épisode illustre une réalité restée cachée pendant des décennies. Adolf Hitler, l'homme qui contrôlait le destin de l'Europe, opérait sous un régime de drogue quotidien qui a profondément influencé ses décisions militaires, son comportement personnel et sa stabilité mentale. Il n'était pas simplement un leader avec des problèmes de santé traités de manière conventionnelle, mais un toxicomane fonctionnel dont les troubles chimiques ont eu des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes. Théodore Morel, figure marginale dans les récits historiques traditionnels du nazisme, a joué un rôle crucial dans le fonctionnement du Troisième Reich. Ce médecin corpulent, à l'allure négligée et aux méthodes peu orthodoxes, devint, à partir de 1936, le gardien de la santé d'Hitler et progressivement l'architecte chimique de son état mental. Méprisé par la plupart des proches du nazisme, y compris Göring et Himmler, qui l'appelaient avec mépris le charlatan ou l'empoisonneur du Reich, Morel bénéficiait néanmoins de la confiance absolue d'Hitler. La relation a commencé lorsque Morel a traité avec succès les graves problèmes digestifs qui avaient tourmenté Hitler pendant des années. Grâce à une combinaison de bactéries intestinales et de remèdes inhabituels, il a réussi ce que d'autres médecins n'avaient pas réussi à faire. Hitler, profondément hypocondriaque, fut impressionné. « Personne ne m'a jamais aidé comme vous, docteur », lui dit-il, initiant une dépendance qui transcenderait le médical. Les dossiers médicaux, désormais accessibles aux chercheurs, montre qu'entre 1941 et 1945, Morel a administré au moins 82 substances différentes à Hitler. Un petit déjeuner chimique typique du Führer en 1943 comprenait un mélange de glucose, de vitamine B, de méthamphétamine, pervitine, de testostérone et de strychnine à petite dose. Au cours de la journée, il recevait des injections supplémentaires selon ses besoins, de l'Eucodal, similaire à l'oxycodone, pour les périodes de stress, des extraits d'organes animaux comme supposés revitalisants et davantage de pervitin pour maintenir son énergie. La nuit, les barbituriques ou le bromure de potassium complétèrent le cycle en induisant un sommeil artificiel. La dépendance s'est intensifiée avec les revers militaires. Après la défaite de Stalingrad en février 1943, les archives de Morel montrent une augmentation significative de la fréquence des injections. Albert Speer, ministre de l'Armement et proche d'Hitler, nota ce changement. Il n'était plus le même homme. Ses décisions devenaient erratiques, alternant entre moments d'optimisme délirant et de profonde dépression. Ses mains tremblaient sensiblement, ce qu'il essayait de dissimuler en les tenant derrière son dos lors des réunions. La détérioration physique devint évidente pour tous ceux qui entouraient Hitler. Les problèmes digestifs chroniques étaient aggravés par des tremblements, en particulier dans le bras et la jambe gauche,
signe probable d'une maladie de Parkinson précoce aggravée par l'abus de stimulants. Sa peau a pris une teinte grisâtre, ses yeux ont perdu leur éclat et, selon de multiples témoignages, il dégageait une odeur corporelle intense, même après un bain frais, probablement dû à la dégradation de son système métabolique après des années d'abus chimiques. Le plus alarmant était sa déconnexion progressive de la réalité militaire. Le maréchal Erich von Manstein a observé « À partir de 1943, il était impossible d'avoir une discussion stratégique cohérente. Le Führer interrompait constamment le combat avec des monologues décousus, insistait sur des victoires impossibles et, lorsqu'on lui présentait des données concrètes sur nos déficiences matérielles, il les ignorait tout simplement. » Parmi les décisions les plus catastrophiques prises sous influence chimique, 3 épisodes se distinguent. L'ordre de tenir Stalingrad sans retraite, novembre 1942, émis sous une combinaison particulièrement intense de caudal et de pervitin, condamna la 6e armée allemande à l'anéantissement. Le lancement de l'opération Citadelle, la bataille de Koursk en juillet 1943 contre l'avis de plusieurs généraux. Selon un officier présent, Hitler, après avoir reçu une injection, aurait déclaré « Je sens dans mes veines que c'est le bon moment, l'inspiration est venue. » La bataille s'est soldée par une défaite catastrophique. La création du Volkssturm en 1944, une milice composée d'adolescents et de personnes âgées sans formation, à qui il ordonne de défendre Berlin jusqu'à la dernière goutte de sang, tout en expliquant avec une conviction absolue que des armées de secours qui n'existaient que dans son imagination droguée arriveraient bientôt. Le comportement du Führer lors des conférences militaires a radicalement changé à mesure que sa dépendance grandissait. Au début de la guerre, il était connu pour sa mémoire prodigieuse, des détails techniques. En 1944, il confondait les faits de base et oubliait les décisions prises quelques jours plus tôt. Les enregistrements récupérés révèlent des changements dans son discours. Un discours accéléré, des divagations sur des sujets d'actualité et une tendance croissante à interrompre brusquement et à se lancer dans des tirades sur la trahison ou l'incompétence. L'ambassadeur du Japon Hiroshi Oshima, après une rencontre en septembre 1944, écrivit à Tokyo « Le Führer semble être un homme différent de celui que j'ai rencontré en 1941. Son regard est erratique, son discours incohérent. Et sa compréhension de la situation militaire semble exister dans une réalité parallèle. Bien qu'il évoque des contre-offensives et des victoires imminentes, il parle comme quelqu'un en transe. » L'entourage immédiat d'Hitler était profondément divisé au sujet de Morel. Certains, comme Martin Bormann, ont activement protégé la relation entre Hitler et son médecin, comprenant qu'elle était devenue essentielle au fonctionnement quotidien du Führer. D'autres, notamment Himmler et Göring, ont tenté à plusieurs reprises de destituer Morel, qu'ils tenaient pour responsable de la détérioration d'Hitler. Le 21 avril 1945, alors que les forces soviétiques sont aux portes de Berlin, un tournant critique se produit, Hitler limoge Morel. Les circonstances exactes ne sont pas claires, mais le résultat a été traumatisant. Soudain, l'homme qui avait vécu les 5 dernières années sous un régime chimique constant s'est retrouvé privé de ses médicaments habituels. Ce qui a suivi a été une semaine d'effondrement physique et mental, documentée par de nombreux témoins dans le bunker. Sans injection régulière, Hitler pouvait à peine rester éveillé ou se concentrer. Les tremblements dans son bras et sa jambe gauche sont devenus si intenses qu'il pouvait à peine marcher sans aide. Sa voix, autrefois puissante, s'est réduite à un murmure à peine audible. Il alternait entre des heures de regard dans le vide et des moments de colère explosive à mesure que le sevrage s'intensifiait. Le 29 avril, un jour avant son suicide, Hitler dicta son testament politique. Des témoins décrivent une scène surréaliste. Tremblant de façon incontrôlable, il alternait entre des moments de lucidité saisissante et des divagations complètes. Parfois, il s'arrêtait au milieu d'une phrase, oubliant ce qu'il dictait et continuait avec un sujet complètement différent. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Son corps, tel que décrit par ceux qui l'ont vu avant qu'il ne soit brûlé, présentait tous les signes d'un effondrement physique complet. Extrêmement maigre, avec une peau jaunâtre, des dents pourries et une apparence qui correspondait davantage à un homme de 80 ans
qu'à un homme de 56 ans. L'effondrement, l'autodestruction chimique du Troisième Reich. En décembre 1944, alors que les forces alliées progressaient à travers la France, Hitler ordonna une contre-offensive désespérée dans les Ardennes. C'était militairement intenable, mais le Führer, alimenté par ses cocktails de drogue quotidiens, était convaincu qu'il pouvait répéter le miracle de 1940. La Wehrmacht, épuisée et en manque de ressources, lança sa dernière attaque majeure sur le front occidental. Mais cette fois, l'armée allemande n'était plus que l'ombre de la force qui avait conquis l'Europe 4 ans plus tôt. Les divisions qui avançaient vers les positions américaines n'étaient pas les unités d'élite parfaitement coordonnées et équipées de 1940. Elles étaient un mélange hétérogène de vétérans épuisés, de recrues adolescentes mal entraînées et de soldats prématurément remis des hôpitaux. Beaucoup d'entre eux partageaient cependant une caractéristique. Des années d'exposition à la pervitine et à d'autres médicaments militaires avaient laissé des traces profondes sur leur corps et leur esprit. Ce qui avait commencé comme un avantage tactique s'est transformé en une catastrophe médicale et opérationnelle. L'armée allemande s'effondrait de l'intérieur, victime de sa propre dépendance chimique, bien avant que les chars alliés ne scellent son sort sur le champ de bataille. Un rapport médical confidentiel d'octobre 1944 estimait qu'entre 60 et 70% des unités de première ligne du front de l'Est avaient développé un certain degré de dépendance à la pervitine. Pour de nombreux soldats, les médicaments avaient cessé d'être une aide opérationnelle et étaient devenus une nécessité fondamentale. Un vétéran de la 16e Panzerdivision l'a exprimé dans une lettre retrouvée. « Sans les pilules, je ne supporte plus le bruit des canons. Mes mains tremblent tellement que je ne peux plus viser. Ma tête résonne des cris de tous les camarades que j'ai vus mourir. Ce n'est qu'en prenant la pilule blanche que je peux continuer à me battre. » Cette dépendance a eu des conséquences dévastatrices lorsque les approvisionnements ont été interrompus, ce qui est devenu de plus en plus courant à mesure que les bombardements alliés ont dévasté les lignes d'approvisionnement allemandes. Des unités entières ont ressenti simultanément des symptômes de sevrage. Anxiété extrême, paranoïa, hallucination, agressivité incontrôlée et effondrement physique. Un rapport médical de la 3e division Panzergrenadier décrit comment, après 5 jours sans recevoir de nouveaux approvisionnements en médicaments, une compagnie entière est devenue non opérationnelle lorsque plus de la moitié des hommes présentaient de graves symptômes neuropsychiatriques. Certains soldats prétendaient voir des ennemis là où il n'y en avait pas, d'autres tombaient dans des états catatoniques et plusieurs tentaient de déserter dans un état de panique. Les hôpitaux militaires allemands, déjà surchargés de blessés de combat, furent submergés par une nouvelle catégorie de patients, les cas psychiatriques aigus liés à l'usage prolongé de stimulants. À l'hôpital de campagne de Smolensk, l'un des principaux centres neurologiques du front de l'Est, un service entier a été aménagé pour ce que les médecins appelaient l'épuisement cérébral, induit par les médicaments, un euphémisme pour des termes comme addiction ou psychose à la méthamphétamine. Le docteur Wolfgang Gerhardt, psychiatre militaire affecté à cet hôpital, a conservé des dossiers détaillés des cas traités entre 1943 et 1944. Ces notes décrivent des soldats présentant des dommages neurologiques permanents après des années d'utilisation continue. Tremblements irréversibles, tics nerveux, épisodes psychotiques récurrents et troubles cognitifs importants. Certains de ces hommes, écrit-il, ne retrouveront jamais leur capacité à vivre normalement, même s'ils survivent à la guerre. Ce qui est peut-être plus alarmant encore d'un point de vue militaire, c'est l'érosion complète de la discipline interne, l'un des piliers traditionnels de l'armée allemande. Les commandants de terrain ont signalé une augmentation des incidents d'insubordination, de désertion et de violence parmi les soldats. Dans la 27e division d'infanterie, positionnée près de Leningrad en 1943, 6 suicides ont été recensés en un seul mois. Tous les cas concernaient des soldats qui prenaient régulièrement de la pervitine et qui sont entrés en crise lorsque l'approvisionnement a été interrompu. Un cas dramatique s'est produit dans une unité blindée près de Koursk. 2 soldats, désespérés de recevoir davantage de comprimés après une semaine sans ravitaillement, ont attaqué le médecin de leur bataillon. L'un d'eux est mort sur le coup sous les coups de feu des gardes, et l'autre a été exécuté plus tard par un tribunal militaire.
L'incident n'a jamais été officiellement enregistré comme ce qu'il était, une émeute motivée par la dépendance, mais plutôt comme un cas de sabotage et de trahison. Parmi les effets les plus nocifs, on compte des dommages permanents au système cardiovasculaire. De jeunes soldats d'une vingtaine d'années présentaient des symptômes cardiaques typiques des personnes âgées. Les autopsies ont révélé des cœurs hypertrophiés, des artères endommagées et des tissus cardiaques marqués par l'abus de stimulants. De nombreuses morts naturelles enregistrées dans les rapports officiels concernaient en réalité des soldats décédés de complications résultant d'une utilisation prolongée de pervitine. Dans la 19e division blindée, un conducteur de char de 22 ans est décédé subitement lors d'une marche de routine. Le rapport officiel mentionnait une fatigue cardiaque due au stress de combat, mais l'autopsie que le médecin a jointe à son rapport personnel et non officiel a montré tous les signes d'un arrêt cardiaque induit par une surdose de stimulants. Ces problèmes ne se limitaient pas aux troupes terrestres. La Luftwaffe, qui avait été pionnière dans l'utilisation de stimulants pour ses pilotes, payait désormais le prix d'années d'abus de drogue. Les accidents non imputables au combat ou à une défaillance mécanique ont augmenté de façon spectaculaire à partir de 1943. Le cas de l'escadron de chasse JG5 stationné en Norvège est illustratif. En 3 mois, en 1944, ils perdirent 8 avions dans des accidents lors de décollage ou d'atterrissage sans intervention ennemie. L'enquête interne a déterminé que la plupart des pilotes avaient repassé plus de 48 heures sans dormir suffisamment, étant maintenus opérationnels par des doses répétées de stimulants. Un instructeur de vol expérimenté, transféré en formation après avoir été blessé au combat, a écrit « Les nouveaux pilotes arrivent déjà habitués à voler sous l'effet de stimulants. Quand on essaie de les faire voler sans, leurs compétences se dégradent considérablement. Nous avons créé des aviateurs qui ne peuvent pas voler sans drogue. » Le haut commandement allemand ne pouvait pas ignorer complètement cette situation. Dès 1942, le docteur Leonardo Conti, chef de la santé du Reich, avait exprimé son inquiétude face à l'utilisation massive de la pervitine. Dans un mémorandum adressé au ministère de la Guerre, il mettait en garde contre de graves conséquences pour la santé des troupes et suggérait des restrictions sur sa distribution. Cet avertissement, comme beaucoup d'autres, a rencontré la résistance des commandants sur le terrain, qui ont privilégié l'efficacité immédiate aux conséquences à long terme. En réponse directe, un général de division a écrit « Le docteur Conti pourra s'inquiéter de la santé future de l'Allemagne lorsque nous aurons gagné cette guerre. En attendant, nous avons besoin de soldats capables de combattre maintenant, et non de patients en bonne santé pour leurs hôpitaux demain. » Cette tension entre les considérations médicales et les besoins militaires immédiats a été systématiquement résolue en faveur de ces derniers jusqu'en 1944, lorsque les pénuries générales de ressources ont finalement forcé une réduction de la production et de la distribution de pervitin. À ce moment-là, le mal était déjà fait. Une génération entière de soldats allemands a été exposée à un puissant stimulant pendant de longues périodes, nombre d'entre eux développant de graves dépendances. Les vétérans qui ont survécu à la guerre et sont retournés à la vie civile ont emporté ces problèmes avec eux, contribuant à une crise de santé mentale et de toxicomanie que les autorités d'occupation alliées ont largement documentée dans l'Allemagne d'après-guerre. Un rapport de 1947 de l'administration militaire américaine sur la situation sanitaire dans sa zone d'occupation mentionne spécifiquement le nombre élevé de vétérans présentant des symptômes psychiatriques liés à l'abus de stimulants pendant leur service. Beaucoup de ces vétérans ont fini dans des établissements psychiatriques, incapables de réintégrer une vie civile normale. Le résumé le plus lucide de cette tragédie pharmacologique est peut-être celui du docteur Otto Rank lui-même, le physiologiste militaire qui avait initialement promu l'utilisation de la pervitine dans la Wehrmacht. Dans un entretien accordé à des chercheurs alliés en 1946, il exprima un regret tardif. Nous pensions renforcer nos soldats, mais en réalité, nous les détruisions de l'intérieur. Nous pensions avoir trouvé une solution chimique aux limitations humaines, mais la biologie a toujours son prix. On ne peut pas tromper la nature indéfiniment. Cette reconnaissance tardive résume l'ironie fondamentale de l'expérience allemande avec les drogues militaires. La tentative de créer des super-soldats par la chimie a produit, à long terme, des unités dysfonctionnelles,
des individus endommagés et une armée qui s'est effondrée de l'intérieur alors même qu'elle combattait des ennemis extérieurs. La Blitzkrieg, alimentée par la méthamphétamine, avait généré une énergie artificielle et une confiance illusoire qui conduirait inévitablement à un effondrement physique et moral. L'origine de la pervitine, comment l'Allemagne a légalisé la méthamphétamine. En 1937, à Berlin, alors que la machine de guerre nazie accélérait ses préparatifs, une révolution silencieuse se préparait dans les laboratoires pharmaceutiques de Temmler-Werk. Sous la direction du chimiste Fritz Hauschild, l'entreprise a perfectionné un composé qui promettait de transformer non seulement la médecine, mais aussi l'expérience humaine même de l'énergie, de la productivité et de la performance. Ce composé cristallin était la méthamphétamine et sa version commerciale allait recevoir un nom qui allait bientôt devenir familier dans tous les foyers allemands, la pervitine. L'histoire de la pervitine ne commence pas sur le champ de bataille ou dans les centres de commandement militaire, mais dans le secteur pharmaceutique florissant d'une Allemagne déterminée à retrouver son leadership scientifique après les restrictions imposées par le traité de Versailles. Le régime nazi, avec son obsession pour l'autosuffisance nationale et la supériorité technique, avait fait du développement de nouveaux médicaments une priorité stratégique pour les civils et le personnel militaire. La méthamphétamine n'est pas une découverte allemande. La substance a été synthétisée pour la première fois au Japon en 1893 par le chimiste Nagai Nagayoshi, puis raffinée en 1919 par Akira Ogata. Ce sont cependant des laboratoires allemands qui ont développé les techniques de production en masse et, surtout, qui ont identifié son potentiel en tant que produit commercial de masse. Temmler-Werk a breveté la pervitine en 1937, la présentant initialement comme un médicament destiné à traiter diverses affections, narcolepsie, dépression, hypotension et fatigue chronique. Contrairement aux médicaments précédents, la pervitine a été classée comme un exhausteur plutôt que comme un médicament, ce qui lui a permis d'être vendue librement dans n'importe quelle pharmacie allemande au cours de ses premières années. La campagne publicitaire qui a accompagné son lancement était extraordinairement agressive et sophistiquée. Les publicités dans les journaux, les magazines féminins, les publications médicales et les documents d'entreprise présentaient la pervitine comme la solution chimique à tous les problèmes de la vie moderne. Les slogans mettaient l'accent sur des concepts alignés sur les valeurs du Troisième Reich: efficacité, force, performance inébranlable et dépassement des faiblesses humaines. Une pilule maintient l'Allemagne éveillée, proclamait une publicité dans une revue médicale. Vaincre la fatigue, vaincre la faiblesse, pouvait-on lire dans une autre publication féminine. L'iconographie représentait des hommes et des femmes aux expressions intensément concentrées, aux yeux brillants et à la posture droite, symbolisant l'idéal nazi de l'Allemand productif, discipliné et toujours alerte. Les publicistes de Temmler ont identifié des marchés spécifiques pour leurs produits miracles. Pour les femmes au foyer, on proposait du Hausfrau Schokolade, chocolat des femmes au foyer, qui contenait de la pervitine mélangée à du cacao et du sucre, présenté comme un agréable remontant pour les jours difficiles. Pour les cadres et les employés de bureau, la promesse était une clarté mentale et un avantage concurrentiel. Le succès appartient aux plus alertes, suggérait une brochure distribuée dans les bureaux. Pour les étudiants, la pervitine représentait la capacité d'étudier toute la nuit sans perdre sa concentration. Des examens réussis grâce à des nuits productives était un slogan particulièrement efficace. Pour les travailleurs industriels, dont les performances physiques étaient cruciales pour les programmes de réarmement, la méthamphétamine offrait une endurance accrue et une fatigue réduite, permettant des quarts de travail plus longs sans perte de précision. La réponse du marché a été immédiate et massive. En 1938, première année complète de commercialisation, plus de 27 millions de comprimés de pervitin ont été vendus en Allemagne. En 1939, ce chiffre était passé à 35 millions, sans compter les achats directs des organisations militaires. À Berlin, la drogue est devenue si courante dans certains cercles sociaux qu'elle a reçu des surnoms familiers tels que pilule hitlérienne ou coca allemande. Le succès commercial a été rendu possible grâce à la collaboration entre Temmler-Werk et les institutions médicales allemandes.
L'entreprise a généreusement financé des études qui, comme on pouvait s'y attendre, ont révélé des avantages significatifs et minimisé les risques liés à la consommation de méthamphétamine à long terme. La prestigieuse revue Deutsche Medizinische Wochenschrift a publié en 1938 un article du docteur Fritz Hauschild, le même chimiste qui avait développé le composé pour Temmler, concluant que la pervitine ne présente pas d'effets addictifs significatifs lorsqu'elle est utilisée aux doses recommandées et qu'elle peut être considérée comme sûre pour une utilisation régulière chez les adultes en bonne santé. D'autres études sponsorisées ont suggéré des bénéfices surprenants. Une capacité intellectuelle améliorée, une endurance physique accrue, un besoin réduit de sommeil sans effet négatif apparent, et même des améliorations de l'efficacité sociale et de la détermination personnelle, des concepts vagues mais attrayants dans le contexte idéologique national-socialiste. La relation entre Temmler-Werk et le régime nazi était symbiotique dès le début. L'entreprise a fourni une substance qui correspondait parfaitement aux idéaux de productivité, de discipline et de réussite que le parti prônait. En échange, les autorités ont facilité sa distribution massive et protégé l'entreprise des critiques médicales émergentes. Cette protection officielle s'est avérée cruciale lorsque les premiers cas problématiques ont commencé à apparaître. Dès la fin de l'année 1939, les médecins de plusieurs villes ont commencé à signaler des patients présentant des symptômes inquiétants, tachycardie sévère, insomnie chronique, comportement paranoïaque, perte de poids spectaculaire et signes évidents de dépendance physique et psychologique. Le docteur Heinz Kühne, neurologue à l'hôpital Charité de Berlin, a documenté plusieurs cas de psychose toxique après une utilisation prolongée de Pervitin. Dans un rapport confidentiel envoyé au ministère de la Santé, il décrit « des individus auparavant stables, développant un comportement erratique, des délires de persécution et des hallucinations visuelles, après des mois d'utilisation régulière. » Ces rapports ont été systématiquement marginalisés ou supprimés. Lorsque le docteur Kühne a tenté de publier ses conclusions, il a reçu la visite de fonctionnaires du ministère de la Propagande qui lui ont conseillé de concentrer ses recherches dans d'autres domaines. D'autres médecins qui ont exprimé des préoccupations similaires ont été confrontés à des obstacles administratifs, voire à des enquêtes pour activités antipatriotiques. Leonardo Conti, chef de la santé du Reich et figure de proue de la SS, était conscient des risques émergents. Lors d'une réunion confidentielle en 1940, il exprima son inquiétude quant aux dommages potentiels pour la santé raciale allemande, que pourrait causer une dépendance généralisée aux stimulants. Cependant, Conti a dû faire face à une énorme pression de la part des secteurs industriels et militaires qui voyaient dans la pervitine un avantage stratégique. La solution de compromis est arrivée en 1941. La pervitine nécessitait désormais une ordonnance pour être vendue dans les pharmacies civiles, mais restait entièrement disponible pour un usage militaire, à la discrétion des médecins des forces armées. Cette réglementation ambiguë reflète parfaitement les contradictions du système nazi, un souci théorique de la pureté biologique allemande, tout en mettant en œuvre des politiques qui nuisaient massivement à la santé de la population au nom d'objectifs militaires immédiats. La transition de la pervitine d'un produit commercial à un outil militaire stratégique a été progressive, mais systématique. Tout a commencé par des essais à l'Institut de physiologie militaire de Berlin, sous la direction du docteur Otto Ranke, qui cherchait des solutions scientifiques pour surmonter les limites humaines au combat. Ranke, scientifique prestigieux et patriote convaincu, considérait la pharmacologie comme un domaine révolutionnaire pour la guerre moderne. Ses premières expériences ont utilisé des étudiants en médecine comme volontaires. Les résultats semblent miraculeux. Après 24 heures sans sommeil, ceux qui recevaient de la méthamphétamine maintenaient des niveaux de concentration proches de leurs niveaux normaux, tandis que ceux sous placebo présentaient des troubles cognitifs importants. Au moment de la campagne occidentale de 1940, Pervitin était déjà intégré à la chaîne logistique militaire. Temmler-Werke a développé des présentations spécifiques pour différentes branches des forces armées. Flieger Schokolade, chocolat d'aviateur. Barres de chocolat contenant de la méthamphétamine pour les pilotes en mission de longue durée. Panzer Chocolade, chocolat des tankistes.
une variante à dose légèrement plus élevée pour les équipages de chars. Stuka-Tabletten, comprimé Stuka. Capsule à libération prolongée qui procure une stimulation prolongée, nommée d'après les bombardiers Junkers Ju-87. À mesure que la guerre progressait et que l'usage militaire de la méthamphétamine se généralisait, un débat de plus en plus tendu surgit entre les différents secteurs du régime nazi. Leonardo Conti lui-même a ensuite tenté de limiter son utilisation militaire, se heurtant à une résistance farouche de la part des commandants sur le terrain. Dans un mémorandum de mars 1942, Conti avertissait que l'utilisation continue de stimulants produit une détérioration physique visible dans les unités qui en dépendent depuis plus de 2 ans de campagne. Il a suggéré de mettre en place des périodes de repos obligatoires, sans médicaments, et des restrictions sur les doses cumulatives. La réponse du front a été écrasante. Le général Heinz Guderian a répondu que les considérations médicales théoriques doivent être subordonnées aux besoins tactiques immédiats. En termes plus directs, un commandant du front de l'Est a écrit « Lorsque les Russes seront à moins de 100 mètres de nos positions, nous discuterons des conséquences à long terme. En attendant, nous avons besoin d'hommes éveillés et vigilants. » Cette tension reflète une contradiction fondamentale. D'un côté, l'idéologie officielle glorifiait la pureté biologique et la santé naturelle. D'un autre côté, la pratique réelle privilégiait l'efficacité immédiate par la manipulation chimique du corps humain, traitant les soldats comme des machines qui pouvaient être réglées chimiquement en fonction des besoins tactiques. Joseph Goebbels a parfaitement illustré cette ambivalence dans un discours adressé aux travailleurs de l'industrie pharmaceutique en 1943. D'un côté, il a loué l'ingéniosité allemande capable de créer des solutions scientifiques pour surmonter les limitations naturelles. D'autre part, il a mis en garde contre la dépendance à des substances artificielles qui pourraient miner la force inhérente au sang germanique. Pour les femmes allemandes, particulièrement touchées par la surcharge de responsabilité pendant la guerre, la Hausfrau-Chocolade devint une méthode pour faire face aux journées épuisantes. Une ménagère de Dresde écrivait dans son journal « Avec mon comprimé du matin, je peux maintenir la maison en ordre, m'occuper des enfants et travailler 6 heures à l'usine. Sans lui, je m'effondrerais. » Les étudiants constituaient un autre groupe présentant des taux d'utilisation élevés. Dans les facultés de médecine, d'ingénierie et dans les domaines stratégiques, l'utilisation de stimulants est devenue une pratique courante. Un rapport interne de 1942 de l'Université de Munich notait avec inquiétude que environ 60% des étudiants avancés utilisent régulièrement des stimulants pour maintenir des heures d'études prolongées, mais concluait que l'arrêt de cette pratique pourrait réduire considérablement le nombre de diplômés techniques essentiels à l'industrie de guerre. Au niveau culturel, la pervitine a même pénétré le langage courant. Des expressions telles que « passer à la vitesse supérieure » Eingang höher schalten ou « allumer le turbo » den Turbo einschalten sont devenus des euphémismes populaires pour désigner la consommation de méthamphétamine. Le régime nazi, en autorisant puis en encourageant cette culture pharmacologique, avait créé une société où la productivité naturelle avait été remplacée par l'efficacité chimique artificielle. Pervitin a maintenu en marche une machine sociale et militaire de plus en plus mise à rude épreuve par les exigences d'une guerre impossible à gagner. L'ironie historique est indéniable. Le même régime qui avait interdit l'usage du tabac comme toxique pour la race aryenne et restreint la consommation d'alcool parmi les SS pour des raisons de pureté biologique, avait transformé l'Allemagne en une nation fonctionnellement dépendante à la méthamphétamine, altérant chimiquement les corps mêmes que son idéologie cherchait à exalter dans leur état naturel. L'héritage caché du laboratoire nazi aux pilules modernes. Lorsque Berlin brûla en mai 1945 et que les bunkers du Troisième Reich devinrent les tombeaux de ses dirigeants, peu de gens auraient pu imaginer que l'un des héritages les plus durables du nazisme ne résiderait pas dans ses monuments détruits ou son idéologie vaincue, mais dans une petite tablette blanche qui survivrait, se transformerait et réapparaîtrait dans de nouveaux contextes pour les décennies à venir.
Loin de disparaître avec la chute du régime qui l'avait massivement adopté, la pervitine allait connaître une seconde vie dans l'après-guerre, évoluant finalement vers des formulations que des millions de personnes consommeraient sans connaître leurs origines dans les laboratoires du Troisième Reich. La défaite de l'Allemagne en 1945 a entraîné un exode de scientifiques, de documents et de connaissances pharmacologiques. Alors que les principaux criminels de guerre étaient jugés à Nuremberg, une compétition silencieuse se développait entre les Alliés pour s'emparer du capital intellectuel allemand. Les programmes les plus connus, comme l'opération Paperclip des États-Unis et l'opération Oso Aviachim de l'Union soviétique, se concentraient principalement sur les scientifiques spécialisés dans les fusées et la physique nucléaire, mais incluaient également des spécialistes médicaux et pharmaceutiques spécialisés dans les stimulants de combat. Les dossiers de l'opération Paperclip, partiellement déclassifiés dans les années 1990, révèlent qu'au moins 58 scientifiques associés à des programmes de pharmacologie militaire ont été transférés aux États-Unis entre 1945 et 1959. Parmi eux, plusieurs avaient travaillé directement sur le développement et les tests de la pervitine, à la fois pour des applications civiles et militaires. L'un de ces scientifiques était le docteur Friedrich Hoffmann, anciennement associé à l'Institut de physiologie militaire de Berlin, où il avait collaboré avec le docteur Otto Ranke sur des expériences sur les stimulants et les performances humaines. Hoffmann, qui avait habilement évité toute implication directe dans les expériences des camps de concentration, reçut une nouvelle identité et fut intégré au programme de recherche médicale de l'US Air Force à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Là, Hoffmann a continué à étudier les effets des stimulants sur les pilotes de haute altitude, en appliquant les connaissances acquises pendant la guerre. Ces rapports, désormais rédigés en anglais et avec des références prudemment limitées à ses travaux antérieurs, ont contribué de manière significative au développement du programme de médication pour les aviateurs américains qui serait mis en œuvre lors des conflits ultérieurs. Le transfert de connaissances ne s'est pas limité à la migration des scientifiques. Les vastes dossiers de recherche du Temmler Werk, de l'Institut de physiologie militaire et d'autres centres allemands ont été saisis et analysés par les Alliés. Un rapport des services de renseignement militaires américains de 1947 décrivait ces fichiers comme une mine d'or de données empiriques sur des stimulants qui auraient nécessité des années et des millions de dollars pour être reproduits dans des conditions expérimentales normales. Dans les années qui ont suivi la guerre, alors que l'Europe se reconstruisait, une évolution parallèle des stimulants de type amphétamine s'est produite dans les laboratoires pharmaceutiques américains. En appliquant des connaissances dérivées en partie de la recherche allemande, mais dans un contexte commercial complètement différent, de nouveaux médicaments ont émergé qui partagèrent la structure chimique de base de la pervitine, mais présentaient une image radicalement différente. À la fin des années 1940, la petite société pharmaceutique Obetrol Pharmaceuticals a introduit un médicament appelé Obetrol sur le marché américain. Présenté comme un traitement contre l'obésité, il contenait un mélange de sel d'amphétamine qui incluait de la méthamphétamine dans ses premières formulations. Les parallèles avec la pervitine étaient indéniables pour ceux qui connaissaient la chimie des deux composés, même si leur marketing n'aurait pas pu être plus différent. Là où la propagande nazie mettait l'accent sur la productivité et l'endurance, la publicité américaine se concentrait sur la perte de poids et l'image corporelle. Obetrol est rapidement devenu un succès commercial. Prescrit généreusement par les médecins pour traiter le surpoids, une catégorie de plus en plus large dans la société de consommation prospère américaine, le médicament a été utilisé par des millions de personnes dans les années 1950 et 1960. Les femmes au foyer, les cadres, les artistes et les étudiants consommaient régulièrement ce qui était, en substance, une version reformulée du stimulant qui avait alimenté la Blitzkrieg. Une publicité pour Obetrol de 1962 montre le contraste culturel mais la continuité pharmacologique. Une femme souriante et mince déclare que, grâce à Obetrol, j'ai l'énergie nécessaire pour maintenir ma silhouette tout en prenant soin de ma maison et de ma famille. La promesse fondamentale restait la même que celle de la Hausfrau Schokolade nazie. Surmonter les limitations du corps par une intervention chimique, même si désormais l'objectif affiché était esthétique plutôt que militairement productif. L'histoire d'Obetrol a pris un tournant important en 1973.
lorsqu'une étude complète du médicament menée par la FDA a remis en question son efficacité et sa sécurité. L'entreprise a été obligée de reformuler le produit, en retirant la méthamphétamine de sa composition, mais en conservant les autres amphétamines. Plus tard, après des changements et des acquisitions au sein de l'entreprise, la formule allait évoluer vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Adderall, l'un des médicaments les plus prescrits aux États-Unis. L'Adderall, approuvé en 1996 pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, représente l'aboutissement de cette évolution pharmacologique. Bien que chimiquement modifié par rapport à ses prédécesseurs, il conserve l'ingrédient actif fondamental. Les stimulants amphétaminiques qui augmentent la concentration, réduisent la sensation de fatigue et augmentent la productivité mentale. Le contraste entre les contextes d'utilisation est fascinant. Ce qui était autrefois un outil de guerre conçu pour créer des soldats insomniaques et des tankistes hypervigilants s'est transformé en un traitement médical administré à des millions d'enfants et d'adultes dans des contextes éducatifs et professionnels. La méthamphétamine militaire allemande avait achevé sa métamorphose, devenant une réponse pharmacologique aux défis de la société de l'information. Cette transformation ne s'est pas limitée à la sphère civile. Les armées modernes, en particulier l'US Air Force, ont continué à utiliser des dérivés d'amphétamine pour des missions spécifiques. Durant la guerre de Corée, 1950 à 1953, et surtout au Vietnam, 1955 à 1975, les troupes américaines recevaient régulièrement de la dexédrine, dextroamphétamine, un stimulant similaire qui permettait aux soldats de rester opérationnels dans des conditions extrêmes. Un rapport déclassifié du ministère de la Défense révèle que pendant la guerre du Golfe, 1990 à 1991, les pilotes de F-15 et de F-16 ont reçu des pilules de survie pour des missions prolongées, puis des pilules de non-soumission pour contrer les effets et permettre le repos. Ce cycle de stimulation-sédation contrôlée représente une version raffinée et protocolisée du même principe que les médecins militaires allemands avaient mis en œuvre 5 décennies plus tôt. L'ironie historique est évidente. Alors que les crimes du nazisme étaient universellement condamnés, certaines de ces innovations pharmacologiques ont été discrètement intégrées à la médecine moderne et aux pratiques militaires, dépouillées de leur contexte d'origine mais conservant leurs principes fondamentaux. Cette continuité technique soulève des questions troublantes sur l'éthique médicale et militaire. Les mêmes composés qui ont été développés dans un contexte de mépris total de l'intégrité humaine ont fini par être standardisés sous de nouveaux noms et justifications. La distance morale que la société d'après-guerre a tenté d'établir par rapport aux pratiques nazies contraste avec l'adoption sélective de ces développements techniques. Le cas du docteur Felix Hoffmann illustre la complexité morale de ce transfert de connaissances. Hoffmann avait participé à des expériences sur des stimulants au camp de Sachsenhausen, supervisant des tests d'endurance sur des prisonniers forcés de marcher avec différentes doses de pervitine. Après la guerre, grâce à des documents falsifiés, il réussit à émigrer en Amérique du Sud, où il travailla comme consultant pour des laboratoires pharmaceutiques développant des médicaments pour améliorer les performances cognitives. Lorsque sa véritable identité fut découverte en 1978 par des chasseurs de nazis, Hoffmann argua pour sa défense que la science transcende la politique et que ses découvertes sur les limites des performances humaines sous l'effet de stimulants bénéficiaient désormais aux patients de toute nationalité. Ce type de justification, largement rejeté dans le cas de criminels de guerre identifiables, reflète néanmoins l'attitude pragmatique adoptée institutionnellement à l'égard des connaissances pharmacologiques nazies. Au-delà des usages médicaux formels, les amphétamines dérivées indirectement de la recherche allemande ont trouvé de multiples applications dans la société contemporaine. Dans les environnements académiques compétitifs, des médicaments comme l'Adderall sont devenus des outils non prescrits pour les étudiants en quête d'avantages lors des examens ou des devoirs exigeants. Une étude de 2012 a estimé que jusqu'à 30% des étudiants des universités d'élite avaient utilisé des stimulants sur ordonnance pour le TDAH sans diagnostic médical, essentiellement comme stimulants cognitifs. Dans la Silicon Valley et dans d'autres centres d'innovation technologique, l'utilisation de nootropiques,
substance censée améliorer les fonctions cognitives, est devenue une pratique courante parmi les programmeurs et les entrepreneurs. Bien que beaucoup de ces produits soient présentés comme des compléments naturels, plusieurs contiennent des dérivés d'amphétamines dont la généalogie remonte aux laboratoires allemands des années 1930. Ce phénomène soulève une question fondamentale. Où s'arrête le traitement légitime des problèmes médicaux et où commence la modification des performances humaines pour répondre aux exigences sociales? La ligne de démarcation semble particulièrement floue lorsque l'on considère l'histoire complète de ces composés. L'évolution de la pervitine vers l'Adderall représente plus qu'une simple continuité pharmacologique. Il reflète les transformations profondes dans la manière dont les sociétés modernes conceptualisent la performance humaine, la productivité et les limites acceptables de l'intervention chimique dans le fonctionnement du cerveau. Là où les nazis cherchaient à créer des super-soldats pour leurs machines de guerre, les sociétés contemporaines recherchent des étudiants ultra-concentrés et des travailleurs infatigables pour des économies hyper compétitives. Cette continuité troublante nous oblige à nous demander dans quelle mesure nous avons réellement dépassé la mentalité instrumentale à l'égard du corps humain qui caractérisait le Troisième Reich. Bien que nous rejetions catégoriquement leur idéologie raciste et leurs méthodes brutales, notre société a normalisé des formes plus subtiles mais conceptuellement liées d'amélioration des performances chimiques. L'héritage le plus troublant de la pervitine n'est peut-être pas sa continuité chimique dans les formulations modernes, mais la persistance de l'idée fondamentale qui l'a inspirée, que le corps humain et ses limites naturelles sont des problèmes à résoudre par une intervention technologique, que la biologie humaine est quelque chose à surmonter plutôt qu'à respecter, et que les performances peuvent et doivent être optimisées en fonction des exigences du système, qu'elles soient militaires, économiques ou éducatives. Lorsqu'un étudiant contemporain prend de l'Adderall pour rester éveillé toute la nuit et terminer un devoir, il participe sans le savoir à une tradition qui a débuté dans les laboratoires de l'Allemagne nazie. La pilule a changé, le contexte est radicalement différent, mais le principe sous-jacent reste similaire, la subordination du bien-être humain intégral aux exigences de performance externe, facilitées par des solutions chimiques. La pervitine n'était pas seulement une drogue qui a alimenté la guerre éclair et détruit des milliers de soldats allemands de l'intérieur. Il s'agissait de la première expérience de masse visant à modifier chimiquement les performances humaines, dont les échos résonnent dans les pilules que des millions de personnes consomment aujourd'hui avec des objectifs apparemment différents mais fonctionnellement similaires. En tant que société, nous continuons à rechercher la pilule parfaite qui nous permettra de surmonter nos limites, de travailler plus longtemps, d'avoir besoin de moins de repos et de maintenir notre concentration au-delà de ce qui est naturellement possible.